Bacaire, CRLM et le CRIR, cette conférence scientifique. Nous sommes heureuses d'accueillir Aline Bogossian et Frédéric Poncet, toutes deux chercheuses affiliées au CRLLM, ainsi que Maude Perrault de l'Université de Montréal, qui présenteront sur la littératie alimentaire et réadaptation un menu interdisciplinaire. Comme vous venez d'avoir l'avis, la conférence sera enregistrée pour permettre à ceux et celles qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui de pouvoir écouter cette conférence. On vous encourage à fermer votre micro. Il y aura une période de questions à la fin. Vous pourrez lever la main, mettre vos questions dans le chat ou tout simplement nous interpeller. Je vous encourage fortement à garder votre caméra ouverte parce qu'il est toujours plus plaisant de faire une présentation devant des visages plutôt que devant des icônes ou des initiales. Et pour la suite, donc, je laisse Claudia expliquer la nature et le pourquoi de cette conférence aujourd'hui. Oui, bonjour, merci Chantal. Mon nom est Claudia Bojanowski. Je suis coordonnatrice au partenariat et la mobilisation des connaissances au CRIR, donc le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Donc, on est le 21 mars aujourd'hui, donc en plein dans le mois de la nutrition au Canada. Aujourd'hui, on célèbre cette profession et on la célèbre à travers l'angle de l'interdisciplinarité. Donc, depuis quelques mois, on a trois chercheuses ici qui ont participé ensemble à des rencontres de maillage ces trois chercheuses-là viennent de disciplines différentes, mais qui avaient définitivement des intérêts de recherche communs. Les conférencières d'aujourd'hui, Chantal Robillard les a déjà introduites. Aline Bogossian, du côté du travail social, chercheure régulière au CRIR CRLLM, professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Maude Perrault, qui est notre conférencière invitée aujourd'hui, du côté de la nutrition. Donc, elle est chercheure régulière au Centre Jean-Jacques Gaultier, affiliée au Centre de recherche du CIUS du nord de l'île de Montréal. Et elle est professeure adjointe au département nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et finalement, du côté de l'ergothérapie, on a Frédéric Poncet, donc chercheur régulière au CRIR CRLLM, mais aussi chercheur d'établissement pour le CRLLM, professeure adjointe à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill et professeure associée à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. Donc, la conférence midi d'aujourd'hui, en fait, présente en quelque sorte les réflexions qui ont été issues de ces rencontres de maillage-là entre les chercheuses. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment d'explorer le potentiel de collaboration autour des interventions en littératie alimentaire sous l'angle de trois disciplines différentes. Mais aussi, on a un objectif qui est plus large que la conférence d'aujourd'hui et qui est vraiment de réfléchir ensemble davantage, avec les chercheurs, chercheuses, cliniciens, cliniciennes, personnel de recherche, gestionnaires d'établissements, à davantage d'opportunités de collaborer en recherche avec la nutrition. Euh, donc, euh, on sait que le CRIR, l'interdisciplinarité, c'est au cœur des valeurs et vraiment, c'est quelque chose qu'on veut soutenir. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Aline Bogossian qui va débuter la présentation. Merci Claudia. On vous a promis un menu interdisciplinaire et nous sommes là ensemble pour explorer l'importance de la littératie alimentaire en réadaptation. Mais pourquoi? Et pourquoi moi, comme travailleur social, je m'embarque aussi dans cette aventure qui est un peu moins connue pour moi. Mais la littératie alimentaire revêt d'une importance cruciale en réadaptation. Et ça, c'est n'importe quel âge de la personne. C'est une compétence qui permet à établir un lien essentiel avec le bien-être global des individus et favorise ainsi leur qualité de vie. Je pense dans les discussions et avec ma réflexion par la suite, j'ai compris qu'elle joue un rôle quand même clé dans la participation sociale des personnes et les aide à retrouver une place active au sein de leur communauté. Et dans ce sens-là, elle permet aussi à ces personnes-là à contribuer de manière significative à leur environnement. Donc, il y a une échange réciproque. En effet, une bonne compréhension alimentaire peut avoir un impact positif dans les capacités aux personnes à s'engager activement dans leur environnement social. Donc, comme je l'ai déjà dit, je pense en réadaptation, euh,
Je pense que c'est des éléments qui ont une pertinence à travers tous les âges. Euh, il y a une pertinence aussi à travers différentes périodes de transition, euh, à travers différents états de santé et qu'elles ont un fort potentiel interdisciplinaire car elles intègrent aussi les dimensions sociales, politiques, scientifiques et personnelles de l'alimentation. Ça, c'était mon petit... Détail d'introduction. Je vais prendre le relais. Merci Aline, puis merci à tous de votre intérêt puis de votre accueil. Comme nutritionniste, c'est super de m'intégrer dans vos équipes puis d'ouvrir nos perspectives respectives. On voulait commencer avec quelques définitions, vraiment pour mettre la table. Évidemment, on parle de littératie alimentaire. C'est un terme peut-être qui vous est familier ou non. Puis je voulais commencer, évidemment, en tant que nutritionniste, je m'intéresse à l'alimentation. Fait que je voulais aussi prendre le temps de faire une distinction qui est quand même importante, mais qu'on ne s'arrête pas pour réfléchir aux mots, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis les compétences derrière ces gestes-là. Puis c'est la différence entre manger et nourrir. Manger, vous êtes peut-être en train de manger en ce moment, c'est porter des aliments à sa bouche. Puis généralement, la personne qui est en charge de manger aura la responsabilité au moment du repas de décider quoi manger parmi l'offre des aliments qui sont au menu, de décider combien en manger, en la quantité, selon votre appétit, puis éventuellement aussi selon les contextes, quand manger pendant la journée et où manger, dépendamment du style de vie. Par contre, quand on pense à se nourrir ou éventuellement nourrir les autres, les compétences qu'on sollicite sont tout à fait différentes. Le rôle est très, très différent. Donc, se nourrir, nourrir les autres, c'est donner à quelqu'un les aliments nécessaires à sa vie et à son développement. Donc, il y a quand même une responsabilité qui vient avec nourrir quelqu'un. Il y a beaucoup de choses à considérer, des préférences alimentaires à l'état de santé. Et donc, généralement, la personne en charge de nourrir, que ce soit elle-même ou les autres, devra décider quoi servir au menu, donc quels aliments mettre au menu, comment les préparer, quand servir le repas et où servir le repas. Donc, il y a quand même une distinction qui est importante. Puis, durant l'enfance ou même pendant une transition d'un état de santé ou transition dans la vie, mais on va gagner en autonomie. C'est évidemment ça l'idée et le but ultime. Donc, on apprend généralement à manger, ensuite à se nourrir et éventuellement à nourrir les autres. Et c'est ça qui nous permet vraiment d'être un adulte autonome, indépendant, qui peut pleinement prendre action dans la société. Et c'est là le lien avec la littératie alimentaire, puis je vous la définis pour qu'on puisse un peu se la conceptualiser ensemble, puis je vais vous la mettre en application avec des exemples concrets. La littératie alimentaire, c'est très, très holistique. C'est beaucoup de compétences qu'on doit développer pour vraiment se débrouiller dans l'environnement alimentaire complexe. Donc, on pourrait la définir comme englobant non seulement l'ensemble des compétences culinaires et des connaissances alimentaires, mais également un certain nombre d'attitudes et de perceptions, dont l'auto-efficacité, en plus d'être directement influencé par le contexte social et le système alimentaire. Donc, c'est très, très large. Et Claudia, si tu vas à la prochaine diapo, évidemment, moi, en tant que nutritionniste, ben, je m'intéresse comme collègue diététiste nutritionniste à l'alimentation, donc autant au manger qu'au nourrir, et autant au contenu de l'assiette, donc les choix alimentaires, que vraiment les comportements alimentaires. Et c'est de là aussi que vient l'intérêt que j'ai en recherche et en clinique pour la littératie alimentaire. Et là, je vous présente un modèle théorique canadien qui est intéressant parce qu'il nous permet de mettre des mots sur ce concept-là qui est quand même en évolution, en ébullition. Puis vous allez voir que ça, c'est ça, c'est vraiment très holistique. Tout d'abord, vous remarquez qu'il y a trois couleurs et les couleurs font référence aux trois grands domaines de la littératie alimentaire. Le premier, en orange, ce sont les compétences de littératie alimentaire fonctionnelle. Donc ça réfère à la confiance et à l'autonomisation à l'égard de la nourriture. C'est généralement ce à quoi on pense en premier quand on dit littératie alimentaire, c'est-à-dire connaître des trucs sur l'alimentation, sur la nutrition, puis être capable de se débrouiller en cuisine. Donc, effectivement, des connaissances en nutrition, être un consommateur averti, savoir lire des étiquettes, être critique face aux messages qu'on entend dans les réseaux sociaux ou les médias, mais c'est aussi se débrouiller en cuisine, donc hygiène et salubrité alimentaire pour ne pas s'intoxiquer, avoir des compétences culinaires pour être capable d'apprêter des aliments en repas, puis l'origine des aliments, d'où ça vient, puis l'approvisionnement des aliments, se débrouiller par exemple à l'épicerie. Mais ce qui est intéressant, c'est les deux autres dimensions aussi. Donc, en vert, on a les compétences de littératie alimentaire relationnelle. Donc, vraiment le plaisir et la signification associés aux aliments.
Donc là, on parle vraiment de la relation. Donc, une relation positive avec l'alimentation, valoriser comment manger et cuisiner avec les autres. Donc, vraiment la commensalité, comment les repas, les aliments peuvent nous rapprocher des autres. Et puis finalement, l'alimentation et la culture. Donc, culture familiale, ethnique, religieuse, nommez-la comme vous la voulez. Mais l'alimentation est au cœur de toutes ces cultures-là. Donc, vraiment de l'honorer, de la connaître, éventuellement aussi de la passer aux prochaines générations. Et la dernière compétence en bleu, c'est la compétence de la littératie alimentaire des systèmes. Donc là, on parle vraiment des systèmes alimentaires un peu plus macro. On les veut évidemment durables, équitables, justes. Et donc, on parle de compétences de justice sociale, d'être à l'affût que pour certaines personnes, c'est plus difficile de s'alimenter, qu'on pense à des contraintes financières, de l'insécurité alimentaire ou d'autres états de santé, maladies qui peuvent limiter les choix ou les capacités, mais aussi de l'alimentation, l'environnement durable, donc vraiment dans une perspective, oui, planétaire, mais aussi de tous les acteurs qui sont inclus dans le système alimentaire, les travailleurs, que ce soit juste et équitable pour eux aussi. Donc, vous décelez un peu un filon d'inclusion sociale. Évidemment, on veut que les gens développent ces compétences-là pour pouvoir participer pleinement en société, pour un monde plus juste, mais aussi on devine qu'on a un certain nombre de privilèges qui peuvent nous permettre de gagner ces compétences-là ou à l'inverse, un peu miner un peu les potentiels de chacun si on a des inégalités sociales. Prochaine diapo, Claudia. Voilà, parfait. Je veux vous présenter en fait 3 exemples, peut-être pour justement exemplifier là, concrètement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait en termes de littératie alimentaire, quelles sont les avenues de recherche, puis aussi l'application dans les milieux. Vous allez voir tu sais, les milieux de vie où on évolue. Donc, j'y vais avec la perspective de santé publique parce que c'est mon intérêt de recherche, mon expertise. Puis je vous présente tout d'abord dans un contexte d'école primaire au Québec, incluant les services de garde. Ça se veut un peu plus un outil de transfert de connaissances. C'est le guide Éducamiam que vous voyez à l'écran, qui a été conceptualisé en fait avec l'organisme La Garde scolaire et le regroupement qui est la Table québécoise sur la saine alimentation. Et ça se veut un guide de santé publique pour tous les intervenants des équipes écoles, écoles primaires, services de garde, pour développer vraiment la littératie alimentaire relationnelle. Donc, en vert, si vous vous rappelez le modèle, avec vraiment l'objectif d'aider les intervenants à soutenir le développement d'une relation positive avec l'alimentation chez les enfants. Donc, c'était vraiment ça notre but. Puis, si vous avez des enfants à l'école primaire, ou si vous avez vécu cette étape-là, malheureusement, vous avez peut-être rencontré des polices de la boîte à lunch, puis c'est un peu ça qu'on essayait sur lesquels agir pour promouvoir plutôt des bonnes pratiques à adopter en mettant un peu en lumière les pratiques qui sont moins productives pour justement créer des repas positifs, des occasions de repas positifs à l'école, puis une éducation alimentaire positive. Donc, on veut vraiment que ça soit cohérent, que l'équipe école soit un modèle cohérent, qu'ils disent, enseignent et font, que ce soit des pratiques démocratiques plutôt qu'autoritaires à l'école, puis qu'on valorise vraiment une vision positive de l'alimentation. Donc, sachez que ce guide-là est gratuit et accessible. Si vous voulez circuler dans vos écoles où les jeunes de votre entourage gravitent, sentez-vous bien à l'aise. Sinon, ben, c'est un bel exemple justement d'application très, très pratique qui veut vraiment soutenir les équipes écoles pour justement prendre action puis soutenir les enfants. Prochain exemple, sur l'autre diapo, Claudia, merci. Toujours dans les écoles, mais secondaires cette fois-ci, c'est une collaboration vraiment de recherche dans ce cas-ci avec l'organisme La Tablée des chefs, spécifiquement leur programme Les Brigades culinaires. Donc ça, ce sont des ateliers vraiment de type activité parascolaire après l'école qui se déroulent dans les écoles secondaires participantes à travers le Canada. Et là, on mesure vraiment la littératie alimentaire chez les jeunes avant les ateliers, puis à la fin de l'année scolaire, une fois que tous les ateliers terminent. Je vous présente des résultats très, très préliminaires, mais pour illustrer en fait l'optique de faire de la recherche en littératie alimentaire, comment ça peut nous pister un peu sur les messages de nutrition en santé publique qui sont bien compris, ceux qui mériteraient d'être peut-être mis de l'avant, ou encore des leviers pour justement dire les messages sont bien compris, peut-être qu'on peut faire des interventions justement avec des jeunes qui sont allumés. Donc, vous reconnaîtrez les exemples, les couleurs, c'est-à-dire avec la partie du bas des diapos. Je vous présente en fait des résultats de 547 jeunes, dont 78% étaient au Québec. Et là, on leur a demandé en fait de nous rapporter, donc des données auto-rapportées, leur sentiment de combien ils se sentent confiants par rapport à certains énoncés.
Certains énoncés sont très, très bien compris. Par exemple, 79% des jeunes rapportent connaître très bien l'importance de boire de l'eau. Donc, ce message-là semble compris. Évidemment, on n'a pas vérifié la véracité de leur connaissance, mais ce message-là est très bien compris, ou en tout cas, il rejoint les jeunes, alors qu'à l'inverse, seulement 26% d'entre eux rapportent connaître très bien comment et où sont produits les aliments. Donc là, on réfère plutôt à la compétence de l'origine des aliments ou de l'approvisionnement des aliments. Puis là, ben, il y a beaucoup moins de jeunes qui se sentent compétents par rapport à cette dimension-là. Donc, peut-être qu'il y a une belle opportunité d'aller creuser, d'avoir des messages qui vont dans ce sens-là pour bien les outiller pour que cette compétence-là soit mieux acquise. Si on regarde en vert, donc là, on est dans la littératie relationnelle. Moi, ça me choque un peu, puis ça m'attriste. Seulement 44% des jeunes rapportent connaître très bien les traditions alimentaires familiales ou de leur culture. Donc, bien qu'on ne puisse pas, évidemment, faire des messages de santé publique sur chacune des cultures et des traditions familiales, mais peut-être que des messages qui vont supporter le fait que c'est important de connaître, d'honorer sa culture et que l'alimentation, c'est un super beau véhicule pour découvrir sa culture, mais peut-être que ça aurait sa place justement pour faire en sorte que ce pourcentage-là augmente. Finalement, en bleu, le dernier énoncé qui réfère à la littératie des systèmes alimentaires, ben, je le vois un peu comme un levier, justement, une opportunité pour peut-être prendre action et avoir déjà des acteurs engagés. 56% des jeunes disent connaître très bien l'impact du gaspillage alimentaire sur la planète. Évidemment, c'est d'actualité, les jeunes sont allumés, évidemment, c'est leur planète dont il est question ici. Alors peut-être qu'il y a une opportunité de dire, ah ben, ils sont déjà allumés, ils sont déjà au courant, peut-être qu'ils sont prêts à passer à l'action, puis en fait, ce serait une belle population avec qui travailler justement pour mettre sur pied des initiatives. Donc, ça se veut, quelques exemples dans les écoles. Claudia, si tu vas à la prochaine diapo, je vous amène un peu ailleurs, dans un modèle ou une collaboration de recherche, en fait, euh, dans un contexte de maladie chronique. Donc, on est ailleurs. Avant, on était vraiment dans la prévention, promotion de la santé. Là, ici, c'est un partenariat avec l'organisme sans but lucratif Cœliaque Québec, qui est un organisme de soutien aux patients qui vivent avec la maladie cœliaque. Et pour ceux qui sont moins familiers, la maladie cœliaque, c'est essentiellement une allergie au gluten. Et le seul traitement qui existe, c'est l'alimentation sans gluten, stricte, à vie. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment l'alimentation qui est le seul traitement. Donc, vous imaginez les changements alimentaires qui sont requis quand ce diagnostic-là tombe. Ça sollicite beaucoup de compétences de littératie alimentaire. Ça nous fait un peu réfléchir sur l'équité de l'accès au traitement quand il y a des besoins de littératie alimentaire qui ne sont pas comblés. Et donc, notre première étape, puis la collaboration est en cours avec Cœliaque Québec, donc on a plein d'idées, évidemment, mais on a commencé avec un sondage pour justement aller voir la réalité des gens, des adultes qui vivent avec la maladie cœliaque au niveau de la littératie alimentaire, au niveau du fardeau, de solliciter ces compétences-là pour justement mettre en place l'alimentation sans gluten. Puis ce qu'on a dénoté, sans grande surprise, mais quand même de façon assez marquée, c'est l'exclusion sociale que les patients vivent dans plusieurs sphères de leur vie, que ce soit personnel, professionnel, euh, en lien avec la maladie, mais beaucoup avec la mise sur place là, de l'alimentation dans leur contexte de vie. Puis aussi des défis quant aux transitions. Puis Aline en a glissé un petit mot dans l'introduction. Donc oui, évidemment, lors du diagnostic pour le patient, c'est probablement vrai pour toute maladie chronique. Euh, mais là, ça a des répercussions sur l'alimentation de toute la famille. Ça aussi sollicite la littératie alimentaire de tous les membres de la famille. Donc, c'est vraiment assez complexe. Puis l'autre truc qui a été mentionné, puis qui a été relevé, puis encore une fois avec une perspective d'inclusion sociale et d'équité face au traitement, bien, le passage à l'âge adulte. Donc, je vous ai parlé de la différence entre manger et se nourrir et nourrir les autres. Donc, ça revient, ces thèmes-là. Et aussi le filet social, des différences entre les programmes de soutien gouvernemental, par exemple, une allocation financière quand on est enfant, qui passe à un crédit d'impôt quand on est une fois adulte. Et donc, évidemment, encore là, la littératie alimentaire, de lire les étiquettes, de garder ses factures, d'être capable d'organiser toutes ces données-là, de faire les demandes, bien, encore une fois, dénote un peu l'inéquité face au traitement. Puis, ben, l'exclusion sociale, j'en parlais, la littératie alimentaire, ça se veut aussi un espèce de moyen d'inclusion sociale. Donc, c'est vraiment ce qu'on a relevé dans le contexte là, de la maladie chronique qui est la maladie cœliaque.
Je m'arrête ici pour les exemples. Évidemment, j'en ai beaucoup d'autres, mais je vais laisser la place à mes collègues, en fait, pour vous mentionner, eux, leur vue avec leur profession, qui est vraiment différente de la mienne, mais complémentaire. Merci. Bon, c'est toujours tellement intéressant de t'entendre. J'apprends à chaque fois. Et je, je suis là avec une réflexion en tant que travailleuse sociale pour peut-être mettre en lumière un petit peu nos discussions, les discussions qu'on a eues dans cette aussi période de maillage. Comment on travaille ensemble dans un esprit d'interdisciplinarité. Donc, en tant que travailleuse sociale, souvent mon analyse est multidimensionnelle ou bio-éco-sociale. J'apporte différentes autres approches à mes analyses, mais celui-là, c'est central. Et je pense que c'est central dans le contexte euh, quand on parle de la littératie alimentaire et quand on y réfléchit aussi par rapport à différentes transitions de la vie. Euh, Ces modèles-là, bio-écosocial, nous rapportent il y a plusieurs facteurs qui peuvent, comme Maud a ressorti dans ces exemples-là, plusieurs facteurs dans l'environnement d'une personne peuvent avoir une influence sur son bien-être et bien sûr, la personne, elle aussi, elle peut avoir une influence sur son environnement. Donc, en réfléchissant à la littératie alimentaire, il y a plusieurs facteurs sur lesquels je poserai mon analyse comme travailleur social. Par exemple, les facteurs qui sont plus intrapersonnels, les facteurs comme la situation socio-économique d'une personne ou d'une famille, différents aspects de la santé aussi, euh, par rapport aux recherches qu'on retrouve euh, au niveau des facteurs interpersonnels et en lien avec la littératie alimentaire, on comprend que les connaissances et les compétences alimentaires ont tendance à s'améliorer à mesure que les adolescents mûrissent. Donc, si on a au niveau intrapersonnel des interventions à faire, on peut voir que, par exemple, les adolescents qui participent à la préparation des aliments, donc ils ont accès à cette activité, soit par une intervention, soit à la maison, sont plus susceptibles à poursuivre ces comportements à l'âge adulte. Donc, il y a des interventions qu'on peut faire au niveau intrapersonnel, à comprendre la personne et aussi à intervenir avec. Et ces interventions vont avoir un effet à long terme. Il y a les facteurs aussi interpersonnels sur lesquels je pose un regard comme travailleuse sociale. Donc, les facteurs en lien avec la famille, les pairs, les environnements sociaux qui façonnent aussi le développement de certaines compétences et comportements et qui peuvent avoir aussi un lien avec la littératie alimentaire. Moi, c'est plutôt chez les jeunes et les adolescents. Encore une fois, mais toutes les factures en lien avec la culture et aussi l'accès à l'alimentation qui peut avoir un impact sur le parcours de ce développement de littératie alimentaire. Donc, comment on développe cette littératie alimentaire et où est-ce qu'on peut intervenir au niveau d'une des différentes sphères de système bio-éco-social. Il y a aussi des facteurs communautaires et je pense, Maud, tu t'en as sorti aussi, hein? La disponibilité, l'abordabilité, l'accessibilité des aliments sains dans une communauté locale. Et qu'est-ce que ça fait quand ce n'est pas là, quand il y a un dessert aussi alimentaire ou les zones où il n'y a pas d'alimentation saine. Euh, et par la suite, un regard plus large. Et puis, je pense que dans les exemples que tu as apporté des exemples qui touchent un petit peu différentes sphères aussi de euh, politique publique. Donc, on peut intervenir au niveau éducatif, on peut intervenir au niveau des différents environnements, donc des politiques sur les environnements. On peut intervenir au niveau des politiques d'aide alimentaire, donc des politiques qui fournissent une aide alimentaire et nutritionnelle aux familles.
et les politiques plus larges de santé publique. Donc, en tant que travailleur social, c'est pas juste une personne qui fera tout ça, mais il y a des liens à faire quand même. Donc, quel est notre rôle si on pense à la promotion ou à l'accompagnement d'une jeune qui est un petit peu ma population, qui va vers l'âge d'adulte? Quel est mon rôle comme travailleur social pour accompagner ce jeune vers une autonomie en lien avec la littératie alimentaire? Je peux promouvoir, par exemple, l'accès à différentes informations. Et peut-être ensemble, on pourra regarder où ces informations sont situées aussi dans l'environnement. Je peux promouvoir le self-advocacy, donc comment je peux intervenir avec le jeune pour ressortir aussi ce qui est important pour lui et puis le soutenir à le communiquer. Je peux promouvoir l'accès aux différents services, le soutien de cette idée d'un bien-être holistique dans lequel la littératie alimentaire a une grande place et aussi en tant qu'intervenant, je peux regarder au niveau des différentes sphères pour aider à identifier et lutter aussi des inégalités. Des questions que je peux poser, par exemple, comme travailleur social, et c'est des questions qui ne sont pas mûries parce qu'on commence à avoir ces discussions aussi, hein. Mais comme travailleur social, je peux, pour soutenir et accompagner un jeune, je peux me poser des questions que comprend cette personne par rapport aux aspects nutritionnels et qu'est-ce qu'il a besoin en tant que d'informations pour atteindre certains objectifs. Euh, je peux poser la question, je peux regarder dans l'environnement et puis voir qui peut l'aider à obtenir ces informations. Quels sont les facteurs qui entravent la capacité de ce jeune à prendre certaines décisions alimentaires? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir si c'est des facteurs qui entravent, qui sont dans l'environnement, par exemple? Ou quelles sont les attentes de l'individu concernant la nutrition? Qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce que ce qu'on propose aligne aussi avec ses valeurs, ses préférences, ses besoins, ses aspirations? Donc, je vois des liens pour le travail social et ses collaborations interprofessionnelles et je vois les liens aussi au niveau de ce modèle théorique que tu as proposé, mais sur les différentes sphères aussi. Euh, J'arrêterai là et je passerai la balle à Frédéric. Merci. Donc, moi, je vais vous présenter la littératie alimentaire dans une perspective de réadaptation et en particulier en ergothérapie. Je me situe davantage sur un modèle biopsychosocial que la classification internationale du fonctionnement. Et puis, c'est un petit peu complexe à expliquer pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je vais tout de suite passer à un exemple. Donc, suivante, s'il te plaît, Claudia. Donc, par exemple, vous avez une personne qui aurait un traumatisme crânien ou un accident vasculaire. Sa condition médicale fait qu'il va avoir des déficiences cognitives, des troubles du langage, des déficiences motrices, comme par exemple une hémiplégie, des déficiences sensorielles qui peuvent être des troubles de la vue, comme des déficiences de sensibilité, par exemple, au niveau des mains. Et toutes ces déficiences vont le limiter pour préparer, dans ses activités de la vie quotidienne, comme préparer un repas ou faire ses courses. Et dépendamment de où il prépare un repas, où il fait ses courses, en fait, dépendamment de son environnement ou de ses facteurs personnels, c'est-à-dire de ses croyances, de sa situation socio-économique, etc., eh ben, il va y avoir un impact sur cette réalisation d'activités dans tous les jours, dans sa famille, ses amis, etc. C'est ce qu'on appelle la participation dans ce modèle-là. Il se trouve que si vous regardez en le ciblant sur l'activité cuisine, en tout cas, finalement, on se retrouve avec les mêmes compétences fonctionnelles comme les compétences fonctionnelles en termes de compétences alimentaires, les compétences fonctionnelles en termes d'approvisionnement, d'origine des aliments, les compétences fonctionnelles en termes de nutrition, hygiène, est-ce qu'on est un consommateur averti, etc. Et on peut même aller jusqu'aux compétences
compétences relationnelles sur tous les jours, pouvoir en fait manger avec sa famille ou préparer un repas pour sa famille, ses amis. Et puis on pourrait aller plus loin avec les compétences du système mais que je n'ai pas présentées ici. Alors, l'ergothérapie, l'ordre des ergothérapeutes le définit, en tout cas, met comme but à l'ergothérapie de favoriser l'autonomie des personnes, permettre aux personnes d'avoir une qualité de vie satisfaisante. L'ergothérapie facilite leur maintien, le maintien des personnes dans un milieu de vie répondant à leurs besoins et à leurs préférences et facilite leur intégration dans la communauté. Alors, si je le cible sur la capacité à cuisiner ou sur la cuisine, en fait, dans le but des interventions en ergothérapie, on veut restaurer par exemple des fonctions comme le goût, l'odorat, la vision, l'attention, la mémoire, etc. On va essayer de restaurer des capacités comme calculer, résoudre des problèmes, prendre des décisions, aider à prendre des décisions, choisir, ça peut être par exemple juste de choisir un menu, ça peut être compliqué pour un patient, faire des courses, cuisiner. Ça va être de maintenir des capacités, voire de compenser les limitations d'activité pour qu'ils maintiennent les capacités. Puis là, vous avez deux exemples d'aides techniques qui peuvent aider pour manger, justement. Et puis, ça va être jusqu'à aménager l'environnement. On peut aller jusqu'à aménager une cuisine, une salle de bain, dans le but de réduire en fait les situations de handicap pour améliorer l'autonomie des personnes en tenant compte des habitudes de vie, des facteurs personnels et de l'environnement. Alors, pour ça, il faut offrir des interventions qui soient efficaces. Et donc, on en a créé une qui s'appelle Gusto, qui est une intervention qui a pour but d'améliorer les compétences fonctionnelles et relationnelles en littératie alimentaire des personnes avec troubles cognitifs. C'est basé sur différents modèles cognitifs. Et c'est au départ, oups, ça te fait un peu vite pour moi, au départ offert par une ergothérapeute qui est formée. Il y a 6 activités, en fait, ça comprend 6 activités. La première, c'est de planifier un repas équilibré. Ensuite, de gérer un budget, de faire des courses, de cuisiner, de partager le repas et de ranger. Et ça dure, en fait, c'est une session, enfin une classe par semaine, en gros. Merci. Alors, Gusto, on l'a justement analysé, on a analysé les fonctions et les activités qui étaient sollicitées par la classification internationale du fonctionnement. Puis là, on a démontré que c'était une activité très complexe et entre autres, ça requiert un grand nombre de fonctions, plus de 70 avec le maintien de l'attention, l'organisation, la planification, etc. Plus de 80 capacités sont aussi requises, comme résoudre des problèmes, préparer le repas, marcher, se déplacer, assurer son confort physique. Et vous avez des exemples sur la droite. Donc, par exemple, pour lire une recette, eh ben, il faut avoir des capacités en termes de communication avec la compréhension écrite et l'écriture. On va solliciter les fonctions exécutives, mémoire de travail, double tâche, tout ce qui est autour de la résolution de problèmes, je l'ai déjà dit. Mais on va aussi calculer, par exemple, on va calculer le nombre d'ingrédients en fonction du nombre de personnes ou en fonction, donc on peut pouvoir changer une recette, par exemple, la quantité de la recette. On va aussi gérer le budget, etc. Et on va avoir aussi tout ce qui est autour du port de charge, de la socialisation, gestion de la fatigue. Donc, beaucoup de fonctions et de capacités sont sollicitées lors des interventions culinaires, en fait. Alors, Gusto, la façon dont ça se passe, en fait, on a une première séance qui dure 1h30. Les autres séances de planification sont un peu moins longues. Mais la première, en fait, il y a une introduction à la nutrition et aussi, on présente le programme. Et là, chaque personne va préparer, en fait, va planifier son propre plat. Ensuite, on a une deuxième séance qui comprend les courses qui sont faites par un seul des participants. Et puis chaque participant va préparer son propre plat. On va partager le repas. Bien sûr, il y a le rangement, le ménage. Et puis, on a un temps de métacognition. Donc, en fait, l'idée, c'est que les personnes fassent un peu le point sur qu'est-ce qui a fonctionné de ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer par la suite.
Donc ça dure 6 semaines. Alors, je vous donne juste des résultats rapides. On a proposé cette intervention avec des personnes qui avaient des lésions cérébrales acquises, donc des accidents vasculaires ou des traumatismes crâniens, qui étaient à distance de leur accident, à plus de 3 mois. Ils étaient rentrés chez eux depuis plus de 3 mois. Et cette intervention a été proposée dans une cuisine thérapeutique. Et là, je vais vous présenter juste les résultats sur le cooking task qui consiste à réaliser 2 plats. C'est une évaluation qui est standardisée. On évalue en termes de nombre d'erreurs. Et vous voyez que pour les 2 personnes qui sont là, le nombre d'erreurs diminue drastiquement. Donc, 6 des 7 personnes avaient amélioré leurs résultats. On l'a reproposé dans des cuisines communautaires avec des personnes âgées en bonne santé et là aussi, on a des très bons résultats qui sont significatifs. Donc, avec des personnes âgées en bonne santé qui ne cuisinaient pas. On s'est posé la question puisqu'on avait beaucoup de capacités, beaucoup de fonctions qui étaient sollicitées dans cette intervention. On s'est posé la question si les capacités développées dans le cadre de Gusto 1.0 s'inscrivaient dans la notion de compétences et d'habileté transférables au monde du travail. Et donc, là, on a co-construit avec le programme évaluation et orientation au travail, un nouveau programme qui s'appelle Gusto Work. S'il te plaît, Claudia. Qui va se passer cette fois-ci dans une cuisine professionnelle. Entre autres, on a travaillé avec Resto Plateau pour ce programme-là. Merci. Et donc là, vous voyez, c'est la même chose pour finalement les 4 premières semaines. À la différence, c'est qu'au lieu d'avoir de la cuisine une fois par semaine, cette fois-ci, on allait le faire 2 fois par semaine pour augmenter en fait l'entraînement et le fait que petit à petit, les gens, il faut aussi qui se réhabituent à reprendre des journées pleines, ce qui fait qu'au bout de 4 semaines, on allait en plus avoir un autre temps en après-midi où là, ils recevaient un cours de cuisine par un chef cuisinier. Alors, pour les résultats, c'est des résultats un peu préliminaires, mais en gros, pareil, le même type d'évaluation, on a fait la même évaluation, on a fait 3 mesures près, puis vous voyez que le nombre d'erreurs par personne, donc chaque bande est une personne, le nombre d'erreurs par personne a pareil diminué de manière drastique. Finalement, pour conclure un peu notre présentation, ce qu'on peut dire, c'est que nos interventions sont effectivement interdisciplinaires en littératie alimentaire ça améliore, quelles que soient un peu nos approches, on améliore ou pas, où on participe au maintien de l'autonomie des personnes. On va s'inscrire, la littératie alimentaire s'inscrit dans la transition tout au long de la vie. On répond aussi à un problème de santé publique, en particulier les personnes qui sont en réadaptation, c'est très important qu'elles soient en capacité de choisir leurs aliments, de cuisiner pour pouvoir manger de manière équilibrée, mais aussi parce que souvent leur pouvoir d'achat a énormément diminué. Donc, ça coûte quand même moins cher de cuisiner versus d'acheter des plats tout faits. Et puis, ce qu'on observe en tout cas dans nos discussions qu'on a pu avoir depuis quelques temps, c'est que on a un gros potentiel interdisciplinaire en parlant de littératie alimentaire, avec des objectifs et des finalités qui sont proches et des modèles et notre expérience en fait finalement qui ne sont pas du tout contradictoires. Alors là, on se dit, pourquoi pas monter une collaboration interdisciplinaire et possiblement un projet. Et donc, on a une idée de projet. C'est vraiment un exemple de projet en perspective. On se pose la question de co-construire un camp de jour dans le but d'améliorer les capacités en littératie alimentaire de jeunes en transition. C'est une réflexion qu'on a eue avec l'équipe transition du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Là-dessus, je pense qu'on arrive à la dernière diapositive où on vous remercie et tout ça pour vous dire qu'on est ouvert à d'autres collaborations et d'autres interventions qui peuvent améliorer aussi ces approches-là. Merci beaucoup. Merci Frédéric, Aline et Maude. Vraiment une présentation hyper inspirante. Bon, moi qui est ergothérapeute de formation avec une maîtrise en santé publique, en tout cas, ça rejoint beaucoup d'intérêts, là.
Maintenant, on ouvrirait la période de questions. Donc, des questions pour vous trois par rapport à vos expertises, la discipline, la collaboration ou l'idée de nouveaux projets, donc peut-être d'un camp de jour là, qui serait à venir. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le... Vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez lever votre main. En attendant que les gens se déjeunent, je ne sais pas si vous pouvez en dire un peu plus sur cette intervention-là que vous êtes en train de réfléchir avec l'équipe transition et peut-être que, je ne sais pas si Chantal Robillard peut parler un peu plus je le mets sur le spot, mais de l'équipe transition et des objectifs dans lesquels ça pourrait s'inscrire. Est-ce que tu peux arrêter le partage, Claudia, s'il te plaît? Oui, absolument. Ah, là, on se voit. Et donc, Transition est un programme qui se voulait aider les jeunes de 15 à 25 ans à développer leur autonomie, leur autodétermination à travers des activités dans la communauté, des activités choisies, organisées et mises en place par les jeunes pour eux-mêmes. Il y a différents groupes qui étaient offerts. Il y a un genre ça ressemblait un peu dans certaines activités, c'est quasiment une maison de jeunes où les jeunes pouvaient juste drop in le soir, puis aller socialiser, faire des activités ensemble. Il y a un teen room qui a été créé avec une belle murale par les dessins des jeunes, avec un espace moins institutionnel, si on peut dire, pour les rendre plus à l'aise là, dans le milieu. Puis il y a des activités qui se concentraient sur en fait quatre dimensions, le bien-être physique et mental, sur l'autonomie résidentielle, et aussi tout ce qui est l'orientation là, dans la ville aussi. Donc, par exemple, s'ils faisaient une sortie au cinéma, ben, les jeunes, il fallait qui planifient leurs déplacements, qui s'organisent, qui s'orientent dans le métro avec leur transport adapté. Donc, vraiment, c'est outiller les jeunes pour les rendre le plus autonomes possible et les amener plus loin, soit vers l'éducation supérieure, vers un emploi ou participation dans la communauté, dans le travail du bénévolat ou les activités plus communautaires. Donc, c'est une intervention qu'on souhaite poursuivre, peut-être différemment, mais qui a un impact que je trouve important là, dans le bien-être des jeunes. Puis je vois Juliane qui est là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce que Transition offre. Non, c'était très bien. Pardon. Une très belle description du programme, justement. C'est pour outiller les jeunes pour devenir plus autonomes dans leur vie quotidienne. Une approche non traditionnelle à la réadaptation dans la communauté. Fait que, justement, c'est ça. Moi, j'ai pas fait partie des discussions que les chercheuses ont eues avec notre ergothérapeute Julien pour bâtir, justement, le projet qui s'en vient. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est transition. Merci. Il y a Claudine Auger qui a une question. Je vous remercie. J'avais tellement hâte de voir votre présentation. Puis je suis contente de voir, là. C'est intéressant comment vous avez présenté les concepts, puis comment on voit les liens, là, et comment chaque profession là, amène son angle. Euh, je me suis dit, en vous écoutant, il me semble qu'il y aurait plein de questions pour plein de populations. Et puis, je pensais entre autres aux personnes qui ont besoin de services de soutien à domicile pour se maintenir dans la communauté et comment, moi, parce que j'ai travaillé en CLSC plusieurs années, du personnel qui vient offrir 2 heures de préparation de repas par semaine, puis avec ça, il faut que tu arrives à te nourrir en dehors des plages où il y a quelqu'un qui est là. Je me dis, ah, ça serait intéressant d'aller comprendre. C'est comme la littératie, là, top-notch expert, là, où tu dois comme apprendre des notions qui ne sont pas celles de monsieur, madame, tout le monde parce que tu as, un défi qui s'ajoute. Fait que je pense que je verrais des questions de recherche comme ça. Disons, un jeune qui vit avec une déficience physique et qui va devenir un adulte, qui va éventuellement utiliser des services, comment on peut, dans une plage de préparation de repas où quelqu'un vient et ensuite se nourrir le reste de la semaine. En tout cas, je pouvais imaginer une série de questions comme ça qui pourraient vous être posées. Fait que je me disais, ça serait intéressant qu'il y aurait comme
euh, peut-être de temps en temps, je dirais peut-être, je sais pas, même si c'est une fois par année, où on pourrait cumuler des questions qui viennent, puis on verrait s'il y a quelque chose dans la littérature que vous avez croisé, là, qui parle de ça. Je ne sais pas, Maude, avec les populations avec des maladies chroniques que tu suis, si c'est des choses que tu as vues, là, mais c'est comme une autre façon de penser. Ben Ça. oui, c'est une autre façon de penser. En tout cas, moi, tu sais, je suis dans la littératie, puis là, quand j'écoute, mettons, Aline, puis Frédéric, je suis comme, ah, OK, tu sais, c'est ça, c'est les mêmes finalités, en fait, qui nous rassemblent, mais avec différents chapeaux. Mais le concept de littératie alimentaire, qui est vraiment très récent, fait qu'il y a très peu de données. Puis, mettons, dans les maladies chroniques où il y a des changements alimentaires comme une des composantes principales du traitement, c'est très peu étudié, puis souvent, ça va tourner vraiment autour de la compétence culinaire. Tu sais, est-ce que les jeunes, puis les jeunes, je dis les jeunes, mais plutôt les adultes, est-ce qu'ils sont capables de lire les étiquettes? Est-ce qu'ils sont capables de faire une assiette équilibrée? Tu sais, c'est super valide, là, c'est important, mais c'est très, très centré sur vraiment cette compétence-là. C'est pas très, très large. Je pense que ça vient aussi du fait que ça a commencé comme ça. La littératie alimentaire vient de la littératie en santé qui était, tu sais, est-ce qu'on comprend les recommandations autour de prendre nos médicaments, tant tout ça. Fait que ça découle de ça. Là, je pense qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Puis même, tu sais, là, j'ai présenté le modèle, ça se veut très, très... on est en santé, on a toutes nos capacités, on a tous nos privilèges, puis tu sais, ça va très bien, mais quand on ajoute des défis, peu importe quels qu'ils soient, ben là, il faut vraiment ajuster le modèle, puis il faut vraiment ajuster comment on mesure, puis tout ça. Fait que moi aussi, je trouve qu'il y a plein d'idées, plein de questions de recherche, mais il y a encore très peu d'évidence, je dirais, là. Tout Et à fait. encore moins chez les enfants. Si je peux compléter, tu vois, quand par exemple sur l'étude avec les personnes âgées, quand j'ai regardé la revue de la littérature, ce qui était offert comme intervention, globalement, ce qui est offert, c'est l'équilibre alimentaire. Donc, on leur offre des cours en équilibre alimentaire, en nutrition pure, là, en tout cas, l'image qu'on a de la nutrition, mais très peu sur comment cuisiner ou alors ça va être des cours de cuisine, mais d'aller développer des capacités telles qu'on on le voit en réadaptation, il y a aucune. En tout cas, on n'a pas trouvé d'intervention tant que ça. Il y a une question de Karine Lacaille. Oui, c'était plus un petit commentaire. Je suis très contente que le programme Transition va continuer dans ce sens-là parce que justement, quand je regardais votre présentation, je me disais, oh my God, ça serait le fun, le programme Transition qui inclut ça dans l'offre de service. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Puis je suis vraiment contente de voir tu sais, tout votre PowerPoint, toutes les choses que vous décortiquez pour les informations, parce qu'on en fait souvent des groupes de cuisine par le passé, même avec les plus jeunes. Puis c'est vrai. l- Comment que ça augmente la confiance en soi, la participation après à la vie familiale, participation aux tâches à la maison. Puis la cuisine, c'est toujours un bon endroit pour discuter de plein d'autres sujets. Les habiletés sociales, les amis, tout ça. Fait que c'est vraiment un bon moyen pour atteindre plein d'objectifs. Ah, merci. Vous êtes du Sud-Centre-Ouest aussi? Oui, Ouais. De dans le quel programme programme? 8-24 ans. Ah, OK, oui, parfait. Super. Merci, mais on voit vraiment que c'est dès qu'on commence à se pencher sur la question, on voit que c'est vraiment très fertile en prochaines questions de recherche. Vraiment, là, et tu sais, je veux souligner aussi que avant de parler de littératie alimentaire, les premières discussions avec Maude Perrault et avec Josée Lamarche, qui est une nutritionniste à l'URDPM, c'est plus un brainstorm sur les besoins de recherche en nutrition et réadaptation, mais en contexte de réadaptation fonctionnelle intensive. Donc là, ça explosait aussi de questions qui ne sont pas tout à fait adressées. Donc, c'est ça. Donc, cette conférence-là, vraiment, on voit que c'est très large le potentiel et on souhaiterait vraiment voir plus de collaboration de ce genre-là dans le futur. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires avant de terminer. Sinon, on finirait parfaitement à l'heure. Donc, euh, donc, je vous remercie tout le monde vraiment là, pour votre intérêt. Je vous remercie les conférencières
pour leur dynamisme, leur temps, leur passion, vraiment, pour d'avoir monté tout ça, là, c'est quelque chose. Chantal Robillard aussi, aussi Centre-Ouest, là, pour de toute la coordination et la gestion et tout. Donc, la conférence est enregistrée, elle va être déposée sur le site web du CRIR. Donc, vous allez pouvoir inciter vos collègues à aller la regarder et à générer d'autres questions de recherche pour le futur. Donc, Un je vous grand remercie beaucoup. merci. Merci. Merci beaucoup. Merci toi. Claudia, merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci.